Madame, Monsieur, bonjour, bon dimanche à tous et bienvenue au débat panafricain sur la chaîne la plus panafricaine. La question qui se pose aujourd'hui en Afrique est celle de savoir, l'Afrique est-elle devenue une terre des rébellions? Une rébellion tient en main le nord du pays, le nord du Mali, faut-il encore le préciser. C'est vrai que ces derniers jours, la communauté internationale, par la voix de l'Organisation des Nations Unies, a autorisé une intervention militaire dans le nord de ce pays pour le libérer. Une autre rébellion s'est reculée de 20 kilomètres, c'est en République démocratique du Congo, alors que les négociations se poursuivent et sont pratiquement au point mort à Kampala. Une nouvelle rébellion a voulu s'emparer de la capitale du président donc François Bozizé. Bozizé justement n'a pas passé une semaine très heureuse et le sommet qui s'est tenu donc au Tchad, le mini-sommet, est venu calmer la situation. La question centrale de notre débat de ce dimanche est celle de savoir le retard politique, économique et social de l'Afrique est dû à quoi? Quelles sont les causes? Quelles sont les responsabilités? Quelles sont les conséquences? Mais en se posant cette question, on va aussi aller en Algérie là-bas. On se demande la visite de François Hollande avec quel objectif ou quelle motivation? En se posant cette question, tout naturellement, on va faire le tour des différents foyers de massacre au temps des indépendances en Afrique. Il est question de savoir si l'on peut ouvrir de nombreux procès, comme la Belgique a pris le courage à deux mains, en ouvrant un procès pour l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Madame, monsieur, vous êtes sur Afrique Média, c'est le débat panafricain. Tout à l'heure, je vais retrouver les invités. Ils sont déjà là en place sur le plateau. Mais je vous laisse d'abord avec la revue de presse, la synthèse de la presse telle qu'elle a été lue en kiosque en Afrique et dans le monde. C'est avec Mohamed Bachir. Là-dedans, c'est tout de suite. On se retrouve après. La presse est une bouche forcée d'être toujours ouverte et de parler toujours. De là vient qu'elle dit 1000 fois plus qu'elle n'a à dire et qu'elle divague souvent et extravague. Alfred Devigny. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde, mesdames, messieurs, bonjour. Et cette semaine en Algérie, l'actualité a été marquée par les nouvelles relations franco-algériennes. Le quotidien Liberté est revenu sur la visite de François Hollande à Alger. La deuxième et dernière journée du séjour du président français a été marquée après un temps de liberté par un discours qui exclut la repentance et opte pour la vérité sur l'histoire. C'est ce que le président français a appelé le temps d'un nouvel âge dans les colonnes du quotidien algérien Liberté. François Hollande en Algérie, c'était aussi à la une de Guinée-Conakry Info. Le quotidien guinéen note que le président français s'est voulu, durant son séjour, différent de tous ses prédécesseurs et en particulier de Nicolas Sarkozy. Le journal constate que l'opinion algérienne espérait quand même le voir aller au-delà de certaines réticences françaises en s'excusant par exemple publiquement suite à tous les crimes que son pays a commis au cours d'un siècle. Mais au-delà des promesses politiques, François Hollande se devait de prendre nécessairement en compte le point de vue de certains de ses compatriotes qui ne veulent surtout pas entendre parler d'excuses. Reconnaissance et non repentance, ou la vérité du président dans les colonnes de Guinée-Conakry Info. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin a annoncé vendredi la liberté provisoire de 8 pro-Gbagbo. Les partisans de l'ancien président, aujourd'hui incarcérés à La Haye, viennent de bénéficier de la liberté provisoire. Et Fraternité Matin souligne que la classe politique ivoirienne salue la mesure prise par Alassane Dramane Ouattara, qu'elle considère comme un pas important vers la décrispation. Le patriote de son côté voit en ce geste un grand pas vers la réconciliation nationale, alors que pour le Nouveau Courrier, la liberté provisoire de Ouattara ne résout rien. Le journal pense que le président ivoirien a poussé la justice dans le dos. Le quotidien sénégalais Le Soleil, de son côté, s'est rendu à l'Assemblée nationale et rapporte que les députés ont voté pour le jugement de Hissène Habré au Sénégal. Le journal indiquait que les parlementaires ont adopté jeudi le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord entre le gouvernement et l'Union africaine, ce qui permettra à terme au Sénégal de juger l'ancien dirigeant tchadien exilé à Dakar depuis 22 ans.
Pour le quotidien burkinabé Le Pays, l'adoption de la loi portant création de chambres extraordinaires pour juger Hissène Habré évite au Sénégal une telle sombre perspective. Il convient de saluer ici la volonté politique du président Macky Sall qui, depuis son arrivée au pouvoir, fait tout pour bouger les lignes sur ce dossier. Se réjouit Le Pays. Quand Macky Sall appuie sur l'accélérateur, c'est dans les colonnes du quotidien burkinabé Le Pays. Crise malienne à la une de la Nouvelle Tribune au Bénin, l'ONU vote l'envoi d'une force africaine. Le journal indique que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté jeudi à l'unanimité un projet de résolution présenté par la France qui autorise le déploiement au Mali pour une période initiale d'une année d'une force africaine chargée de chasser les rebelles islamistes du nord du pays. Pour le site malien Mali Actu, cette résolution ne fixe pas de calendrier précis pour le déclenchement d'une offensive au nord Mali afin d'en chasser des groupes terroristes qui contrôlent cette région depuis 6 mois. Mali Actu souligne que le texte a été mis au point par la France et été soutenu par les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, le Maroc et le Togo. Au moment où l'ONU donne son feu vert pour résoudre la crise malienne, le journal du Tchad rapporte que N'Djamena convoque la CEAC au chevet de la Centrafrique. Le gouvernement tchadien a accepté d'abriter un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale le vendredi dernier dans le but de mettre fin à la crise qui sévit actuellement en République centrafricaine. Le journal constate que les rebelles de la coalition Séléka n'ont pas été conviés à cette réunion. Le journal de Bangui, de son côté, dit d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une réunion de négociation avec les rebelles de Séléka qui ont déjà pris plusieurs villes du nord et se dirigent vers le centre, mais un sommet extraordinaire des chefs d'État consacré uniquement à la crise centrafricaine et la crise en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, Groupe L'Avenir rapportait que le mouvement rebelle du M23 campe toujours sur sa position et veut obtenir avant toute poursuite des travaux à Kampala un cessez-le-feu. Même si le facilitateur a échangé jeudi avec les deux parties séparément, le gouvernement de la République est clair là-dessus. Il ne signera pas de cessez-le-feu avec les forces négatives qui doivent être éradiquées par la force internationale neutre sous l'égide de la SADC. Le M23 bloque l'évaluation de Kampala, c'est à la une de Groupe L'Avenir. Dans les îles, l'Express de Madagascar, de son côté, rapporte que le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, aurait suggéré à André Rajoelina de se passer des élections présidentielles de 2013 et d'attendre 2018. Ce à quoi le président de la transition malgache a répondu que cela méritait une profonde réflexion et qu'il n'avait pas de réponse dans l'immédiat. Affaire à suivre dans les colonnes de l'Express de Madagascar. La presse est un élément jadis ignoré, une force jadis inconnue. C'est la parole à l'état de foudre, c'est l'électricité sociale. Plus vous prétendez la comprimer, plus l'explosion sera violente. François René de Chateaubriand. Il faut donc vous résoudre à vivre avec elle. Bon dimanche et à dimanche. Merci à vous, Mohamed Bachir Ladan. Vous aimez bien les citations, elles sont intéressantes. Vous me donnez l'occasion d'accueillir les invités déjà sur ce plateau. Je vais commencer par l'extrême droite, un qui nous revient ce dimanche sur la place panafricaine, sur le débat panafricain. Docteur Paul Bénessier, bonjour et bienvenue. Bonjour Hubert Toundi. Expert en les questions de communication et d'information. Oui, je suis en habitude de la maison. J'espère que je n'aurai plus à me présenter de nouveau. Je renoue avec le public de Afrique Média et précisément celui du débat panafricain. C'est toujours un grand moment quand on vient ici partager avec les téléspectateurs l'actualité africaine avec cette vocation qu'on a de voir l'Afrique en grand. C'est donc un plaisir d'être là aujourd'hui. De voir l'Afrique en grand, vous faites bien de le dire, hein, c'est notre objectif, c'est ce qui nous motive. Ousmane Malpetel, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Etoundi, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision panafricaine. Et merci de m'avoir offert cette occasion de m'exprimer davantage sur votre chaîne de télévision. Vous êtes un homme politique, on va parler de beaucoup de politique au cours de cette émission, mais aussi de beaucoup de crises, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si l'Afrique était devenue une terre des rébellions. Alors, à ma droite là, très proche de moi, Gabriel Ngolet, bonjour.
Bonjour Hubert, merci de me recevoir sur le plateau de l'Afrique Média, le débat panafricain. C'est toujours un plaisir renouvelé, effectivement, de partager et de confronter mes points de vue avec les autres panélistes, quoi. Alors, expert en marketing, je crois que le marketing en Afrique, il marche bien, mais on est là dans des crises. Vous avez une lecture assez mitigée des accords de partenariat économique, alors que maintenant, c'est les rébellions qui envahissent l'Afrique quelque part. Mais effectivement, je pense que ça, c'est également l'un des points qui font en sorte que l'Afrique n'avance pas. Alors que si on était uniquement dans des visées positives, je pense qu'on serait effectivement très loin, comme ça se passe aujourd'hui en Asie. En tout cas, on va en débattre tout à l'heure. C'est question de trouver des solutions. Question de parler au cœur des Africains pour leur développement. Docteur Paul Ménessier vient de dire qu'il faut voir l'Afrique en grand. Banda Kani, bonjour et bienvenue. Bonjour. Homme politique. Je vous en prie. Panafricaniste à la dent très dure. Appelez comme vous voulez, je vous en prie, ça ne me gêne pas. Nous assumons nos positions. Nous sommes sur le front panafricain. Je considère votre plateau comme un front et nous sommes très heureux à chaque fois qu'on nous sollicite pour venir contribuer à ce que l'Afrique émerge. L'Afrique retrouve un grand rôle dans l'histoire de l'humanité. En fait, le rôle qui lui revient historiquement. Donc nous sommes très à l'aise pour répondre à vos questions. Alors, pour jouer ce rôle, pour être grand dans le monde, il va falloir peut-être maintenant résoudre l'équation des crises. Des diverses crises et des rébellions à gauche et à droite de ce lourd passif de la colonisation. Je vous convie, première porte de cette émission, dans le débat, à aller au Tchad, parce qu'au Tchad, cette semaine, les chefs d'État de la communauté économique de l'Afrique centrale se sont réunis là-bas. Il était question de trouver des solutions à cette rébellion qui est désormais lancée sur les trousses du président François Bozizé. Je l'ai dit à l'introduction, il n'a pas passé une semaine tranquille. Direction donc dans ce reportage au Tchad, on va voir un peu ce qui s'est passé là-bas, les solutions proposées par les chefs d'État. On rappelle que certains chefs d'État ont plutôt choisi d'envoyer leur ministre de la Défense. Allons d'abord suivre ce reportage. Bruit de bottes en Centrafrique, la communauté économique des États de l'Afrique centrale réagit. Une réaction pour amener les belligérants à s'asseoir autour d'une table de négociation pour trouver une sortie de crise. Ce sommet extraordinaire est convoqué par le président de la République, Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la CEAC. Les présidents Ali Bongo du Gabon, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et bien évidemment François Bozizé de la RCA ont répondu présents à l'appel. Les discussions ont duré plus de 4 heures d'horloge et ont été sanctionnées par un communiqué final lu par le secrétaire général de la CEAC, Nassour Guelendouxia Ouaïdou. Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique centrale sur la situation sécuritaire en République centrafricaine. La CEAC exclut l'option des armes comme solution à la sortie de crise et Libreville est choisi pour abriter les négociations. Il y a eu déjà des rencontres, beaucoup de rencontres. Par rapport à un éventuel lien entre le départ d'une force tchadienne basée en Centrafrique et l'attaque menée par la coalition Séléka, le chef de l'État est clair. Il ne faut pas faire de l'avant-garde. Il n'y a pas un contingent tchadien qui s'est retiré de la République centrafricaine. En effet, il y a de cela quelques jours, une coalition composée de plusieurs groupes rebelles a lancé des offensives contre certaines villes de la RCA. Certaines localités de la République centrafricaine sont sous contrôle de cette coalition. N'Djamena ayant assis le cadre des négociations, les regards sont donc tournés vers Libreville. Alors voilà ce reportage qui nous met au cœur de cette crise en Centrafrique. La solution est venue du Tchad. Docteur Paul Ménessier, mais la réalité c'est que tous les chefs d'État n'ont pas répondu présent à cet appel. Oui, et l'Afrique centrale, bien entendu. Bien sûr que tous les chefs d'État n'ont pas répondu. Je ne voudrais pas lire dans la boule de cristal. On peut faire les décomptes de ceux qui étaient là, de ceux qui n'étaient pas là. Non, le plus important, c'était le Congolais. Et c'est lui qui devrait être là. Parce que il y a peut-être des choses que vous ne savez pas et qu'on ne peut pas dévoiler facilement. On va le dire. Et que Idriss Déby
le Bozizé, Idriss Déby et le Congolais Sassou Nguesso. Le président Ali Bongo. Non, les trois particulièrement sont liés par une loge. Et il est hors de question que dans une difficulté comme celle-là, que ces deux-là, c'est-à-dire le Tchadien et le Congolais, ne se mettent pas au secours du Centrafricain. Maintenant, pour revenir à la question elle-même, il est quand même fondamental de dire qu'une fois de plus, l'Afrique vient de démontrer qu'on ne peut pas garantir une paix, voire une sérénité véritable à un gouvernement si on continue à compter, je le disais tantôt, dans les coulisses avec le président Malakani, le président Bandaoui, en comptant sur les forces étrangères. Cette réunion démontre qu'il y a encore une possibilité pour les Africains eux-mêmes de générer quelques dynamiques, de générer quelques forces qui puissent peut-être pas légitimer le pouvoir en Afrique, mais au moins le stabiliser. Alors, pour vous, qu'est-ce qui occasionne cette énième rébellion en Centrafrique? Parce qu'il faut préciser que c'est une énième. Oui, naturellement, on peut d'abord dire que la République centrafricaine n'a jamais été considérée comme un État stable. Ce n'est pas parce qu'il y a eu élection ou alors le consensus, le tout dernier consensus de paix qui aurait pu nous rassurer. On sait qu'il y a toujours des poches qui sont restées à un moment donné dans une forme d'inertie, mais actives très discrètement. Donc ce qui arrive aujourd'hui est une conspiration qu'on peut situer dans le cadre de la reconquête du nouveau paradigme économique qui semble s'offrir à ce pays. Beaucoup de ressources minières semblent être aujourd'hui... Est-ce que le problème n'est pas le problème du pétrole? À l'ordre du jour, dans l'or et le pétrole. Mais le pétrole a été révélé comme la dernière grande richesse découverte dans le pays. Et le gouvernement centrafricain, tout comme ça s'est passé en Guinée, n'est pas en train de suivre la pression coloniale qui voudrait que le pétrole soit la manne ou alors la chasse gardée de l'ancienne métropole coloniale. Ça peut lui être... Vous évitez de citer le nom de cette métropole. Oui, je n'ai pas des éléments qui me permettent pour l'instant de citer la France parce qu'il s'agit d'elle, mais je crois quand même qu'il y a une volonté de la part des autorités, les autorités centrafricaines de diversifier leur partenariat économique actuel. D'abord, parce que c'est à la mode en Afrique. Alors la Chine doit avoir fait des recherches et des découvertes du pétrole dans le pays. Voilà. Ça, c'est une information. Et ça ne peut pas du tout plaire à tous ceux qui pensaient que la République centrafricaine, depuis son indépendance, en passant par Bokassa, leur était entièrement acquise. Aujourd'hui, la difficulté commence à se faire sentir, pas seulement de l'initiative des hommes d'État en Afrique, mais aussi et surtout de la puissance des lobbies chinois qui investissent le marché africain. Donc, nous sommes dans une situation où, absolument, on est aidé par cette présence massive des Chinois sur le terrain, à la fois de la recherche, tout comme de la construction, qui permet maintenant à ces pays de légitimer un certain nombre d'actions parce qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts particuliers pour passer son pétrole aux exploitants chinois. Il a simplement besoin de constater que c'est eux qui l'ont trouvé, alors naturellement, ils devraient l'exploiter. Alors, il porte désormais la rébellion sur son dos. Gabriel Ngolé, c'est quand même curieux. Le président camerounais, précisément, Paul Biya, a envoyé son ministre de la Défense. À quoi renvoient ces délégations? Oui, je pense que le président, vous savez que c'est quand même le doyen de l'Afrique centrale, et tous ses autres pairs ont énormément de respect pour lui. Et quand il envoie quelqu'un en son nom, c'est comme si c'est lui-même effectivement qui était là. Maintenant, moi, je voulais quand même revenir sur cette rébellion-là. Les Japonais, ils ont coutume de dire que quand il y a une crise, il y a deux possibilités. Soit on dit que c'est un danger, soit on dit que c'est une opportunité. Donc selon la lecture que l'on peut faire effectivement de la chose, si vous dites que c'est un danger, et puis effectivement vous allez paniquer, et puis ce sera la catastrophe. Mais par contre, si vous dites que les gens qui sont en face, ils ont un point de vue différent du mien, et qui peuvent donc m'enrichir, alors c'est une opportunité. Et à ce sujet, moi j'ai toujours recommandé l'attitude que le président Déby a toujours utilisée. Chaque fois qu'il a eu des rébellions, je pense que c'est l'un des rares présidents qui a eu de multiples rébellions qui venaient presque toujours de la même origine. Et chaque fois quand ces rébellions arrivaient, il les appelait toujours autour de la table
et il les mettait soit dans le gouvernement, il leur donnait quelque chose, et puis ça se taisait. À tel enseigne qu'aujourd'hui, c'est vraiment calme au niveau du Tchad. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose effectivement en Centrafrique? Et parce que ces rébellions... Le ministre sommet du Tchad est déjà une solution, une approche de solution. C'est une approche de solution, mais les rebelles, c'est les cas. C'est des gens qui demandent quelque chose. On dit que il y avait certains de ces militaires qui ont eu des insatisfactions ou qui n'ont pas eu des choses qu'on leur avait promises avant. Donc aujourd'hui, il suffit uniquement de les appeler autour de la table, qu'on donne ce qu'il y a, et puis peut-être qu'ils entrent au gouvernement. C'est uniquement dans la paix que ces ressources qui ont été découvertes peuvent facilement contribuer à l'enrichissement du pays. Vous êtes en train de nous dire que l'Afrique est faite telle qu'il faut des rébellions pour le partage des richesses, partage équitable des richesses. Je reviens à vous tout à l'heure. C'est le cœur de notre débat de ce jour. M. Mbandakani, c'est presque la légitimisation des rébellions. Quelque part, c'est vrai qu'on cherche là des solutions pacifiques, mais ça inquiète quand même. C'est comme si l'Afrique, tous les pays vont maintenant porter sur leur dos des rébellions dès qu'il y a le pétrole, dès qu'il y a l'or, dès qu'il y a ceci. Avant de répondre à votre question, si vous permettez, je voudrais revenir sur la manière dont vous avez positionné le débat. Je voudrais dire une chose. Les crises fermentent aussi les renaissances. Les crises permettent à des nations de rebondir. Les crises, fondamentalement, l'expert vient de le dire avant moi, ne sont pas mauvaises. Je voudrais dire que d'autres pays, d'autres continents, si on prend le cas de l'Europe, se sont construits dans des crises. La guerre religieuse en Europe, dans le cadre de la réforme, a fait 68 millions de morts. Massacre entre les catholiques et les protestants. 68 millions de morts. Après, il y a eu des guerres nationalistes en Europe. Des millions de morts. 2 guerres mondiales. Une guerre de 100 ans a opposé la France à l'Angleterre. Les États-Unis ont connu des guerres. Et elles ont fomenté, ces conflits-là ont fermenté, n'est-ce pas, l'oppositionnement et le rebondissement de ces nations. Donc, fondamentalement, et d'un point de vue historique, on peut dire que les crises dans les pays africains aujourd'hui sont des crises historiques, dans ce sens que un continent est en train de mûrir, un continent est en train d'émerger, un continent est en train de se positionner, de rebondir, après un long cycle, n'est-ce pas, de souffrance et d'instabilité organisée. Moi, je voulais d'abord faire cette précision pour qu'on n'ait pas une lecture alarmiste et simpliste de ces crises-là. Pour revenir à votre question, je voudrais dire ceci. Je prends en compte ce que mes 2 prédécesseurs ont dit. Ces crises-là, on peut les lire comme ça. Effectivement, on peut lire ça du point de vue japonais, qu'on peut s'asseoir sur une table et discuter. Mais je voudrais dire que pour s'asseoir sur une table et discuter, il faut que les partis qui s'asseyent aient un certain fond de patriotisme dans l'ensemble. Qu'ils aient un fond de patriotisme dans l'ensemble, qu'ils aient au-delà de leur divergence le souci du pays. Mais ce n'est pas le cas pour la plupart des rébellions qu'on voit en Afrique. Ces rébellions, pour la plupart, sont instrumentalisées par l'étranger. Elles sont instrumentalisées par les puissances étrangères. Prenons le cas des États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, on ne parle pas avec les rebelles. On ne parle pas avec les rebelles. Les rebelles sont considérés comme des impies. Lors de la guerre de sécession, on n'a pris en compte aucune revendication des rebelles. Lorsqu'un rebelle avait de l'argent, avait une dette à l'égard de quelqu'un, cette personne avait le droit de ne pas lui remettre sa dette parce qu'on estimait qu'un rebelle, c'était un impie avec qui on ne parle pas. Il n'y a que dans les contextes africains où on veut légitimer toute forme de rébellion. L'État est basé sur le monopole de la violence. À partir du moment où il y a d'autres groupes qui contestent à l'État le monopole de la violence armée, il n'y a plus de la violence légale, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de possibilité d'existence commune. Parce qu'on va généraliser la violence dans la société et les groupes armés vont organiser des menées militaires pour revendiquer une part du gâteau. Et la vie va être impossible comme ça. Ça va être une jungle. Donc moi, je pense que si on peut discuter avec les rébellions, si ces rebelles ont des revendications patriotiques, ne sont pas au service de l'étranger, je suis d'accord avec l'expert. Mais si ce n'est pas le cas, moi je dis qu'il faut qu'on en finisse en Afrique avec cette contestation du monopole de la violence légale aux armées, aux États. C'est des puissances étrangères qui sont derrière. Dans le cas de la Centrafrique,
Le président Bozizé est arrivé au pouvoir sur des chars français, tout le monde le sait. C'est la France qui l'a installé au pouvoir. D'où vient-il qu'aujourd'hui, subitement, la France reste passive alors que leur supposé pion, je précise, c'est un chef d'État pour qui j'ai du respect, leur supposé pion est en train d'être déstabilisé par une rébellion. La question de fond, c'est le pétrole. Bozizé a décidé de donner le pétrole aux Chinois et on lui fabrique une rébellion. On ramasse des bandes armées qui circulent dans les frontières, que tout le monde connaît, qui sont manipulées par les services secrets, et particulièrement les services secrets français. Et rapidement, on fait une coalition comme on a fait en Côte d'Ivoire, et hop, ils sont à 2 jours de Bangui. Nous saluons l'initiative du président Déby et des chefs d'État, et nous disons qu'il est temps qu'une coalition militaire de ces dirigeants se mette en place pour mater ces rebelles et en finir une fois avec eux. Sauf que était à ce sommet le président Ali Bongo, le président Idriss Déby Itno, le président Denis Sassou Nguesso et le président François Bozizé. Lui-même, il faut ajouter le président Ali Bongo, c'est-à-dire qu'il y a quelques chefs d'État qui n'étaient pas là. Docteur Paul Menessier a donné des explications tout à l'heure. Ousmane Malpeter, je vous ai vu très intéressé avec le discours du président Bandakani. Alors, les rébellions en Afrique, est-ce qu'aujourd'hui, ça va devenir la monnaie courante et avec quelles conséquences? Oui, c'est trop facile de dire le blanc, dans la mesure où certaines personnes ne connaissent pas la République centrafricaine. Le nord de la République centrafricaine, à un moment donné, était devenu une sorte de no man's land pour des pays voisins, puisque la Centrafrique partage une frontière avec pas mal de pays. Sur les 5 pays qui entourent la République centrafricaine, 4 ont connu la guerre. Donc il y a pas mal des armes qui circulent dans ces pays, à l'exception du Cameroun, qui a aussi subi pas mal de ces bandes armées qui rentrent, qui font des incursions au Cameroun, qui prennent des otages, des éleveurs, qui rançonnent. Bon, et je crois que pour le cas des rebelles actuellement en Centrafrique, ils ne peuvent pas aller au-delà de leur position sans la bénédiction du Tchad, puisque l'armée... Vous évoquez là un équilibre stratégique, c'est-à-dire que pour qu'ils avancent, il faut le soutien du Tchad. Il faut nécessairement le soutien du Tchad parce que l'arrivée du président Bozizé lui-même au pouvoir et quelque part, il doit ça au salut du régime de N'Djamena. Et actuellement, il y a pas mal de soldats tchadiens stationnés à Bangui qui assurent la sécurité présidentielle. Et cette colonne détachée en Centrafrique pour régler le problème de l'avancée des rebelles est un frein pour la continuité de l'offensive sur Bangui. Ça veut dire qu'on peut considérer le problème déjà réglé avec l'implication du président Déby. Mais là n'est pas la fin du problème, parce qu'il faut respecter les accords. Si vous promettez quelque chose, il faut s'asseoir, comme on dit, concrétiser, matérialiser ce qui avait été promis aux rebelles. Alors pour le cas d'espèce, il s'agit de quoi? Pour le cas d'espèce, il y a le non-respect des engagements pris par le président Bozizé vis-à-vis des rebelles. Et n'oublions pas, la Centrafrique, c'est un pays qui gorge pas mal de richesses naturelles, mais qui manque de devises. Donc, souvent, pour flatter ces rebelles à rentrer dans le cercle, il faut des moyens. Et nous savons par le passé, le feu président Bongo s'était impliqué financièrement pour faire revenir ces rebelles dans le cadre des négociations, qui a permis donc aux rebelles de pouvoir s'écarter. Malheureusement, quand on ne suit pas l'évolution des choses en respectant des engagements, il y a toujours des poches de résistance qui se créent. Donc, je dis que cette rébellion non pas vraiment à promouvoir un lendemain meilleur aux Centrafricains avec les armes. Donc, en tant que panafricain, c'est regrettable de voir chaque fois un pays aussi, comme le nom l'indique, la République centrafricaine au cœur de l'Afrique, qui ne symbolise que la rébellion, les bandes armées. Je trouve qu'avec l'implication déjà du président Déby,
il y aura des solutions bientôt. Merci bien. Je dois vous rassurer que ces présidents nous suivent en principe. Toutes les capitales africaines sont à suivre effectivement cette émission. D'ailleurs, avant de vous donner la parole, pour aller prendre un extrait qui, en fait, pas un extrait, un reportage de l'évolution de cette rébellion, comme vient de le préciser Ousmane Oumal Pétel. Je vais lire ces messages, quelques-uns. Ils sont abondants, chers téléspectateurs. Merci pour vos nombreux messages. On va essayer de lire la plupart depuis dimanche dernier, même les autres dimanches. Ce dimanche-ci, on ne pourra pas en finir, donc on va prendre certains. Alors, l'Aboni du Togo lui dit bonjour Afrique Média. Pourquoi est-ce que la Cour pénale internationale ne peut pas se pencher sur les cas des assassinats avant sa création? On va en parler tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup qui sont là. Charles Bateleke, lui il est de la République démocratique du Congo, il dit pourquoi Kabila ne veut pas quitter le pouvoir parce qu'il n'est pas congolais. Alors, Nzouzi de l'Angola, le président Kabila, lors de son message au Parlement, a dénoncé le Rwanda comme étant agresseur de la République démocratique du Congo. Est-ce que cela est vrai? C'est une question. Faut-il parler de la rébellion ou de l'agression pour le cas justement de la République démocratique du Congo? C'est Nzouzi de l'Angola qui continue. Dommage car les Occidentaux utilisent les Africains pour nous entretuer. Ça c'est Georges de la Gambie et il précise en disant aussi que l'Afrique est victime de la mauvaise gestion de ses dirigeants. Alors ça c'est quelques-uns. On va continuer tout au cours de cette émission à donner ces messages. Ça, c'est la voix des Africains. Vous voyez que ça vient de tous les pays. Alors, Badakani, l'argumentaire de Ousmane Malpetel repose sur des faits concrets. Non, je prends une grande partie de ce qu'il a dit. Je suis en accord avec lui. Mais je voudrais insister sur une chose. Il y a des principes qui doivent être respectés. Le fait de détenir les armes ne vous légitime pas à revendiquer les choses dans un pays. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas les armes? Ne sont-ils pas des compatriotes? Et si on analyse l'histoire de façon, si on analyse l'histoire de ces rébellions, comme il a dit, on va constater, et c'est un fait, il ne s'agit pas d'accuser les étrangers, c'est un fait. Ces rébellions ont toujours été instrumentalisées par l'étranger. Je le précise, si on fait de l'histoire, on constate que c'est de la vérité que nous sommes en train de dire. Bon, pour faire la Ces rebelles, dans le cas de la Centrafrique. Vous continuez, c'est juste pour qu'on soit beaucoup plus précis. Oui. Ces rebelles sont toujours une émanation des puissances étrangères. Oui. Vous affirmez cela, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une part de responsabilité endogène, disons-le comme ça? Bien sûr qu'il y a des éléments endogènes. Mais ces éléments aussi, il faut les projeter dans une analyse historique pour bien les comprendre. Ces États sont des États fragiles historiquement, pour des raisons que tout le monde sait. On ne va pas y revenir ici parce qu'on n'a pas du temps. Ces États sont des États fragiles. Et en tant qu'État fragile, il y aura toujours des raisons pour que des frustrations naissent et que les gens puissent justifier les prises d'armes. Il y aura toujours des raisons. Donc moi, je suis en train de dire ceci. Quand vous prenez le cas de la Centrafrique, vous analysez la structure de ces rébellions. Dites-moi d'où viennent les moyens à ces Centrafricains quand on regarde l'état de l'économie de ce pays pour s'équiper avec du matériel aussi lourd. Ils prennent les moyens où? Ils n'ont pas ces moyens. Ces rébellions n'ont pas ces moyens. Ces armes leur sont données, leur sont offertes. Et il a pris le cas du président Bozizé. Il a dit qu'il arrive au pouvoir par le char. Non, tout le monde sait. Les chars, c'était les chars français qui ont mis Bozizé au pouvoir. Tout le monde le voyait à la télé. C'était des chars français qui l'ont installé au pouvoir. Donc, oui, mais la base arrière était bien tchadienne. Mais oui, mais tout le monde sait qui a organisé ça. Vous le laissez, tout le monde sait. Bozizé a été parrainé à Paris. Tout le monde sait. Et à l'époque, le président début lui-même était extrêmement fragile. Son pouvoir n'était pas consolidé. Lui-même était très dépendant de Paris. Ça avait le temps, comme il a assez bien dit, et comme a dit l'esprit, qu'il a pu stabiliser son pouvoir en négociant avec ses frères. Parce qu'il faut dire que la structure des rébellions tchadiennes, c'est des structures qui sont différentes de la Centrafrique. Les rébellions tchadiennes sont constituées pour la plupart de familles, de personnes de la même grande ethnie qui traversent le Soudan et le Tchad. Il est passé qu'elles se parlent facilement. Et il y a une autre partie de la rébellion est manipulée par la France. Moi je le dis et j'assume. On l'a vu dans le cas de l'affaire L'Arche de Zoé. Dès qu'il a refusé de transférer les rebelles
Il était à sa porte, à la porte du palais présidentiel en 2 jours. Dès qu'il a signé, les mêmes rebelles, un chasseur français est passé à bombarder, les mêmes rebelles ont disparu en 2 jours. Donc ce sont des faits qu'on ne peut pas taire parce qu'on veut faire plaisir aux Blancs. Il faut dire la vérité. Nous ne nions pas les causes endogènes. C'est là. Mais si on veut aborder les choses dans le fond, il faut qu'on ressorte la manipulation et la structure réelle de ces rébellions. Je termine. Vous terminez par là. Pour le cas de la Centrafrique, je le dis, et c'est valable pour tous les pays d'Afrique. Nous saluons, comme il a dit, l'initiative qui est prise dans le cadre de la sous-région. Et c'est une donnée nouvelle, le docteur l'a dit tout à l'heure, de voir les chefs de l'État africain apporter des solutions très rapidement, à une crise. faut le dire. Donc il est temps que les chefs d'État africains se mettent ensemble, forment une coalition stratégico-militaire pour en finir avec les rébellions. Et ça, sans l'étranger. Nous sommes d'accord avec le docteur, pour en finir avec les rébellions. Parce qu'un État, c'est d'abord le monopole de la violence légitime. Oui, nous sommes là sur 2 trajectoires, hein, on pourrait dire 2 parallèles, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a une instrumentalisation de l'extérieur, mais aussi des causes endogènes de ces pays. M. Bandakan, il vient de les situer dans un tracé historique. Avant d'intervenir, permettez qu'on puisse, parce que ces rébellions-là produisent des effets, je vous propose d'aller suivre ce reportage. Il s'agit des enfants de la rébellion, alors on va suivre peut-être les raisons, les causes du pourquoi ils se sont engagés dans la rébellion. Reportage. Les enfants de la rébellion, dans la région de la Vakaga, dans le nord de la République centrafricaine, ils sont une centaine. Certains sont âgés d'à peine 8 ans. Il y a 1 an, ils ont été démobilisés grâce à l'agence UNICEF. Depuis, ils jouent dans la cour de récréation. Mais les écoles ne fonctionnent toujours pas ici. Le père de Adama Abakar était combattant. Elle aidait à remplir des chargeurs de munitions. Mon père était rebelle, mais il a été tué. C'est pour cela que je rejoins la rébellion. J'ai aidé à remplir les chargeurs et à préparer la nourriture. Maintenant, j'attends seulement que l'école redémarre. Je suis écolier, j'ai pris les armes pour des raisons sûres. Parce que les professeurs n'ont pas dans notre village, des docteurs, des gendarmes, il n'y a pas aucune sécurité. Nous sommes restés en sécurité dans notre village. Et nos villages, nous n'avons pas des enseignements. L'État ne fait pas face à nous. C'est pour cela qu'on est obligé de mener la vie rebelle. Par exemple, moi, j'ai aidé les officiers à mettre les munitions dans les chargeurs. Leurs aînés sont les combattants de l'UFDR, l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement. Ils ont signé un accord de cessez-le-feu, mais ils attendent un dialogue politique avant de remettre leurs armes. Oui, on avait déposé ça sur le chef d'état-major. C'est de là qu'on attend le jour J de la dialogue. Si le dialogue passe dans l'état normal, bon, il n'y a aucun problème. Ils vont venir nous désarmer. Mais si le dialogue ne passe pas dans l'état normal, bon, on va prendre nos armes et puis aller manifester. Quand tu tires du chargeur comme ça et puis ça finit, tu enlèves, tu donnes aux enfants, grâce à donc c'était comme ça. Ils chargent ça dedans. Les petits, hein? Oui, les petits. Les traces de la guerre sont encore visibles et l'accord de cessez-le-feu signé ici il y a 1 an n'a ramené qu'une paix précaire. Seul un engagement plus important du gouvernement centrafricain et de la communauté internationale permettra de ramener une paix durable. En attendant, dans le nord de la Centrafrique, les écoles et les hôpitaux n'ont toujours pas rouvert leurs portes. Seules les écoles coraniques fonctionnent le soir. Ici, tout le monde attend la tenue du dialogue politique promis par le gouvernement. Alors, retour sur ce plateau, Ousmane Malpetel, je crois que ce reportage doit vous avoir édifié sur ce quoi vous voulez vous prononcer tout à l'heure. Mais ma question est de savoir, là on est dans un cycle assez infernal. Oui, pour la République centrafricaine, en ce qui concerne les armes, par exemple, tout à l'heure que je voulais souligner, comme je disais au départ de mon intervention, c'est un pays qui est cerné par des pays qui ont connu des guerres. Ce n'est pas seulement une bande armée de type de rébellion centrafricaine qui abrite le pays. N'oublions pas qu'il y a une armée, une rébellion ougandaise aussi qui a été pourchassée de l'Ouganda, de l'armée de la résistance du Seigneur incarnée par le chef rebelle Joseph Kony, qui fait pas mal de dégâts au nord, au sud-est de la République centrafricaine. Là, la circulation des armes à partir du sud du Soudan, de la RDC,
c'est pas aujourd'hui. Donc, et en ce qui concerne le Tchad est obligé d'intervenir pour arrêter le Tchad est obligé d'intervenir pour mettre fin à un foyer de tension à ses côtés. Parce qu'une rébellion en Centrafrique menace forcément le sud du Tchad, qui est une zone pétrolière qui engorge pas mal de tribus qui s'affrontent autour des terres entre éleveurs et cultivateurs. Ça se recrute pas mal dans ce genre d'idées reçues, dans ce genre de foyers déjà reçus que... en fait, c'est une zone triangulaire entre le sud du Soudan, le sud du Tchad, le nord de la République centrafricaine. Il y a pas mal de cosmopolités, des gens exclus de part d'autres qui se retrouvent là. Bon, c'est la République centrafricaine qui endosse avec la fragilité. Bon. Sauf que là, on est, comme je disais, dans un cycle infernal, parce que les images que nous avons vues là sont assez révélatrices, puisqu'il y a les gens qui ont des armes, disent que tant qu'il n'y a pas de négociation, ils vont toujours aller au fond. Oui, malheureusement, l'Afrique, quand on arrive au pouvoir, c'est sa tribu, c'est ceux qui l'ont aidé à arriver au pouvoir qui en bénéficient toujours. On oublie d'où on vient, on oublie des promesses. Bon, ça ne fait que ressurgir des choses. L'armée centrafricaine n'a pas les possibilités de contrôler le territoire. Le territoire est tellement vaste. Et il y a aussi des ressources minières qui permettent à cette rébellion de s'approvisionner. Donc, quand vous prenez la zone minière de Bria, en allant vers les frontières tchado-soudanaises, c'est une zone potentiellement riche en diamants et en or. Ils se ravitaillent en armes avec Ah non, ils font l'échange des ressources pour recevoir des armes pour combattre, c'est ça? Effectivement. Écoutez, on va être précis dans cette affaire. Alors, docteur Paul Ménessier, ils font les échanges des richesses, ressources minières pour recevoir pour des armes. Avec qui? Avec les spécialistes de la vente frauduleuse.